On a tous connu ça, hein? Un projet qui se dresse devant nous comme une véritable montagne. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment transformer cette montagne en une quête super excitante. On va piocher dans le guide La gestion de projet pour les nuls pour décortiquer ensemble les stratégies qui marchent, celles qui permettent de planifier et surtout de réussir n'importe quelle mission. Allez, c'est parti, l'aventure commence. Alors pour commencer, attention, un chiffre qui fait réfléchir. D'après notre source, près de 90% des projets ne respectent pas leur plan initial. Ouais, vous avez bien entendu, 9 projets sur 10. C'est juste énorme. En fait, ce n'est même pas l'exception, c'est la règle. Et c'est exactement pour ça que la gestion de projet, ce n'est pas juste un truc pour faire joli, c'est une compétence de survie, littéralement. Alors, première section, chaque tâche est en fait un projet. Avant de plonger dans des trucs compliqués, la première chose à réaliser, c'est que la gestion de projet, en fait, on en fait tout le temps. C'est pas un truc réservé aux grands patrons ou aux ingénieurs, non, non. Organiser des vacances, rédiger un simple rapport, eh bien tout ça, ce sont des projets. Souvent, on le fait sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est une excellente question pour illustrer ce point. Qu'est-ce qu'un système de métro et un rapport mensuel peuvent bien avoir en commun? À première vue, rien du tout. L'un est un projet gigantesque à plusieurs milliards, l'autre, bon, c'est une tâche presque banale. Et pourtant, comme le dit notre source, ils ont quelque chose de fondamental en commun. Ce sont tous les deux des projets. Et voilà la définition qui met tout le monde d'accord. Ce qui est assez fascinant, c'est de se dire que la même logique de base s'applique, que ce soit pour un chantier qui dure 15 ans ou un rapport à rendre pour demain. Un projet, c'est quoi au final? C'est simple, ça a un début, ça a une fin, et à la fin, on a créé quelque chose d'unique. Et c'est ça, cette structure, qui est la même pour tout. Bon, deuxième partie, définir le but de la quête. Ok, on a compris ce qu'est un projet, super. Mais on commence par où? Eh bien, la toute première étape, avant même de lister la moindre tâche, c'est de savoir où on va. Il faut définir très clairement à quoi ressemble le succès. C'est crucial. Et il faut aussi comprendre les contraintes qui vont tout faire pour nous empêcher d'y arriver. Et pour visualiser ces fameuses contraintes, les chefs de projet ont un outil super connu, le triangle de fer. Il faut s'imaginer que chaque projet est en équilibre, un peu comme un funambule, tiraillé en permanence entre trois forces qui tirent dans des directions opposées. Et tout l'art, c'est de réussir à garder l'équilibre. Et ces trois forces, les voici. Le temps, c'est-à-dire les délais, l'argent, donc les coûts, et la qualité. Et là, il y a une règle d'or, une règle implacable, comme le dit notre source. On peut en avoir deux, mais jamais les trois, c'est impossible. Si on veut que ce soit rapide et de super qualité, ça va coûter cher. Si on veut que ce soit pas cher et de super qualité, ça va prendre du temps. Du coup, la toute première décision stratégique, c'est de choisir. Quelle est la priorité absolue, celle qui n'est pas négociable, parce que ce choix-là va influencer absolument tout le reste. Troisième étape, dessiner la carte du projet. Ça y est, l'objectif est clair, la priorité est choisie. Maintenant, il faut tracer le chemin pour y arriver. Et le grand secret, c'est de ne jamais essayer de s'attaquer à la montagne d'un seul coup. C'est le meilleur moyen de se décourager. Non, l'idée, c'est de la découper en plein de petites étapes bien plus faciles à gérer. C'est ce qu'on appelle la décomposition. L'analogie utilisée dans le livre est juste parfaite pour ça. Imaginez un puzzle de 5000 pièces. C'est décourageant, non? Personne ne se jette dessus en essayant d'assembler des pièces au hasard. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est de trier. On met les bords de côté, les pièces bleues du ciel ensemble, les vertes pour l'herbe. Eh bien, pour un projet, c'est exactement la même chose. On ne fonce pas tête baissée. On commence par trier et organiser le travail. Et ce processus de décomposition, le voici. C'est assez simple en fait. Étape 1, on part du puzzle entier, c'est-à-dire le résultat final qu'on veut obtenir. Ensuite, étape 2, on trie les pièces par région. On regroupe les tâches en grandes phases, en gros blocs. Puis, étape 3, on s'attaque à chaque région, à chaque phase, et on la découpe en toutes petites tâches bien précises. Et enfin, étape 4, on regarde comment tout ça s'emboîte, on identifie les liens entre les tâches, et voilà, on est passé d'une idée un peu floue à un vrai plan d'action. Quatrième partie, naviguer pendant le voyage. Bon, la carte est prête, tout le monde est sur le pont. Mais on le sait tous, un voyage se passe rarement comme sur le plan. Il y a toujours des imprévus, des obstacles. Et c'est là que le vrai travail de gestion de projet commence. C'est l'art de s'adapter, de trouver des solutions, sans jamais oublier où on veut aller. Et pour illustrer ça, la source propose un petit scénario un peu drôle mais très révélateur. Mission, il faut être en train de pique-niquer dans la forêt dans 10 minutes. La réaction immédiate, c'est de se dire « mais c'est impossible ». Et c'est vrai. Si on pense de manière logique, le plan standard, c'est de prendre la voiture. Sauf que ça prend 30 minutes. Donc, le projet est déjà un échec. Il ne respecte pas la contrainte numéro 1 qu'on a fixée, le délai de 10 minutes.
C'est là que ça devient intéressant. C'est le moment de changer de perspective. Et si la voiture n'était pas la seule solution? Regardons l'option B, l'hélicoptère. Ça a l'air complètement absurde, ça coûte une fortune, on est d'accord. Mais c'est la seule option qui permet de respecter le délai. Et ça nous force à reformuler la question. Le problème, ce n'est plus comment on va en forêt en voiture, mais comment on fait pour être en forêt dans 10 minutes. C'est pas la même chose. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de toute la gestion de projet. L'objectif, ce n'est jamais de cocher des cases sur une liste de tâches. L'objectif, c'est d'arriver au pique-nique. Si le plan de départ ne permet pas d'atteindre le but, alors c'est le plan qui est mauvais, pas le but. Un bon chef de projet ne s'accroche pas à ses tâches, il s'accroche à l'objectif et il est prêt à changer complètement de chemin pour y arriver. On passe à la 5e et dernière partie, mener son équipe vers le succès. Parce qu'on peut avoir la meilleure carte, le plan le plus génial du monde. Au final, un projet, c'est avant tout une histoire d'être humain. Et c'est là qu'on touche à l'élément le plus important et le plus imprévisible, l'équipe. Sans une bonne communication, sans une bonne collaboration, même le meilleur des plans est condamné. Cette petite anecdote tirée du livre est un classique absolu. Imaginez, un manager qui, pour bien faire, envoie chaque mois des rapports de 10 pages à son patron. Un jour, le patron lui avoue qu'en fait, il ne lit que le premier paragraphe. C'est terrible, mais ça illustre parfaitement une chose. En communiquant trop, en noyant l'autre sous les détails, on s'assure que le message important ne passe pas. La communication, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce que l'autre retient. Alors comment on fait pour éviter ce piège? Notre guide propose 3 règles d'or, très simples. D'abord, être précis. Il faut que tout le monde ait la même image en tête. L'ambiguïté, c'est la mère de toutes les erreurs. Ensuite, faire un suivi. On ne part pas du principe qu'une tâche est faite. On vérifie, on demande si ça va, on offre son aide. Et enfin, mettre les choses importantes par écrit. Une parole s'envole, un mail reste. Ça évite les malentendus. Rien que ces 3 habitudes, ça peut tout changer. Maintenant, parlons d'un autre sujet clé. La délégation. C'est un concept souvent mal compris. Et pour bien l'expliquer, la source pose une question vraiment intelligente. Imaginez que le meilleur avocat de la ville soit aussi la personne qui tape le plus vite au clavier. Est-ce que cet avocat devrait taper ses propres dossiers? Notre premier réflexe est de dire « bah oui, évidemment, il est le plus rapide, c'est plus efficace ». Et pourtant, ce serait une énorme erreur de gestion. Et pourquoi c'est une erreur? La réponse est purement mathématique. C'est ce qu'on appelle l'avantage comparatif. Disons que l'heure de travail de l'avocat vaut 400 €. S'il passe 1 heure à taper, même s'il est hyper efficace, c'est 1 heure où il ne fait pas son travail d'avocat à 400 €. Il perd de l'argent. La leçon, c'est qu'il faut toujours se concentrer sur les tâches que nous seuls pouvons faire, celles où notre valeur est la plus grande. Il faut déléguer tout le reste, même si on pourrait le faire plus vite soi-même. C'est la seule façon de vraiment démultiplier son impact. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Au final, la gestion de projet, ce n'est pas une science obscure réservée à quelques initiés. C'est juste l'art de transformer un gros chaos en un chemin clair, en dessinant une bonne carte. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est, dans notre travail, ou même dans notre vie perso, quelle est cette grande quête, ce grand projet, qui attend juste qu'on lui dessine une meilleure carte pour être enfin conquise?